J'ai fait mes premiers pas dans l'autonomie depuis peu. J'ai alors appelé quelques copains autonomistes afin qu'ils viennent m'aider à identifier les plantes sauvages comestibles, médicinales ou Eh toxiques. ben, les plantes toxiques, ça va être très rare en fait des colonies, quoi. En général, ce qui est en colonie, c'est plutôt le comestible. Après, il y a des exceptions, mais ça va être extrêmement rare. Toutes les plantes au monde, toutes celles que je connais, elles sont médicinales en fait. Aucune plante, si on fait des recherches sur Google avec le nom d'une plante, on va trouver des quantités de vertus médicinales. Et donc probablement que ça sert à une médecine, mais je ne peux pas te dire là comme ça. Il faut toujours vérifier là, ce qu'on vous dit en vidéo, c'est super, c'est sympa, mais vous-même faites votre recherche et essayez de voir si on ne se trompe pas, parce que tout le monde est faillible. Quand on est en mai, début mai, ça commence les bourgeons, jusqu'à cet automne, tu auras des feuilles à manger tout le temps. Et même si jamais tu as peur de manquer de nourriture en hiver, en été, quand les feuilles elles sont un peu moins bonnes à manger, tu les fais sécher au soleil. Après tu les écrases, ça fait de la poudre. Et les anciens mettaient ça dans les soupes pour épaissir les soupes, quoi. Du coup, même en hiver, tu peux manger le feuillage du tilleul. D'accord, ça peut remplacer une crème, quoi. Exactement, et c'est super bon. Ah ouais. Et là, on parle même pas des fleurs qui attirent les pollinisateurs et qui font de super tisanes, etc. D'accord. Le tilleul, voilà, production énorme sur 30 cm². Waouh, ouais, c'est clair. Et tu les manges crus comme ça, les Tu feuilles? les manges crus comme ça. C'est hyper simple à bouturer. En hiver, quand il n'y a plus les feuilles, tu prends des branches, tu les plantes dans de la terre et tu as un nouveau tilleul tout neuf. C'est facile à multiplier, c'est de l'abondance. Facile, quoi. Donc comestible pour ne plus acheter d'épinards déjà. Exactement, tu n'achètes plus de végétaux, c'est hyper riche. En plus, on parle pas de tous les nutriments que ça contient, mais c'est hyper riche. Et puis pour les pollinisateurs, c'est génial, ça nourrit vraiment beaucoup de pollinisateurs, papillons, abeilles, bourdons, etc. Ah ouais. etc., quoi. Pour le reconnaître dessus, c'est la floraison. Tu as une floraison très odorante et tu as une petite fleur avec une feuille. Un petit comme ça. Ouais. Et tu vois, c'est hyper bon, quoi. Ah ouais. Donc c'est assez simple à reconnaître. Et Ça permet d'avoir du goût de champignon sans champignons. C'est ça, lui c'est le lancéolé. Quand on dit une plante lancéolée, c'est qu'elle a une forme de lance. Et le plantain, c'est génial si tu sais, voilà, c'est ça. Les orties, les piqûres d'abeilles, piqûres de guêpes, piqûres quoi en général, tu l'écrases. Le mieux c'est de le mâcher un peu et tu frottes ta piqûre. Et c'est assez efficace, enfin, ça marche. Moi mes enfants, quand elles se font dans les orties, elles se frottent au plantain, ça passe direct, quoi. Pour le reconnaître, tu as les lignes qui se suivent, qui vont jusqu'au bout de la feuille. Souvent tu as pour les autres arbres, tu as une feuille, tu as des lignes qui partent sur les côtés. Ouais. Là, elles vont jusqu'au bout, elles sont parallèles jusqu'au bout, quoi. Donc ça permet d'avoir du goût de champignon sans prendre le risque de s'empoisonner avec des champignons qu'on ne connaît pas. Et ça, il y en a partout. Il y en a partout, dans les sols piétinés souvent. Ah ouais, où tu marches, il aime bien quand ça se passe. Donc souvent, il suit l'humain, quoi. Là, il y a des humains, il y a du plantain. En fait, on est en train de marcher sur de la bouffe, là. Ouais, c'est ça. Et après, on est censé s'acheter des salades au supermarché, c'est ça? Et des épinards. 80% des plantes qui nous entourent, elles sont comestibles. Donc il n'y a que 20% de toxiques, limite on peut s'intéresser que aux toxiques. Une fois qu'on les a captés, les toxiques, on peut manger tout le reste. Ça irait plus vite. C'est plus facile. En fait, on est dans l'abondance, mais on ne le sait pas, quoi. Et c'est à partir du Moyen-Âge où ça a été mal vu de manger des plantes sauvages. C'était un truc de pauvre. Et donc l'agriculture et les plantes cultivées, ça a été un truc de riche. Et ça a été, ça montrait notre classe sociale. Donc on est monté en classe sociale quand on a mangé des légumes cultivés, quoi. Et donc petit à petit, les plantes sauvages, ça a fini par disparaître parce que c'était mal vu. Et même maintenant, les agriculteurs, les anciens, c'est difficile de leur faire manger des plantes sauvages. Pour eux, c'est des mauvaises herbes, on ne mange pas ça, quoi. C'est que là, la nouvelle génération, on va dire, qui se disent ah ouais, finalement, les plantes sauvages, c'est pas si con, c'est plein de Qu'est-ce que ça veut dire, plantes sauvages ou mauvaises herbes, quoi? C'est ça. En fait, c'est des plantes qui poussent spontanément et qui sont. En plus, quand on s'intéresse à la nutrition, c'est beaucoup plus riche, quoi, que les plantes cultivées. Une salade cultivée, elle a peu de minéraux comparé au plantain, comparé au tilleul, comparé à tout ce qu'on trouve, quoi. Et en plus, on n'a pas besoin de l'arroser, rien à faire. C'est adapté. Tous les cultivars, c'est développé pour leur, en fait, pour le volume souvent. Toi. Donc, les légumes sont développés par rapport à leur volume parce qu'on vend du poids. Donc, on vend du poids, exactement. En fait, alors c'est de l'eau et du vide. Concentré le sauvage. Et c'est peu riche, c'est pour ça qu'il faut faire attention au début quand on commence. Ouais, d'accord. Il ne faut pas en manger tout un. Il faut y aller doucement. C'est pas parce que je t'ai trompé. Tu prends du brocoli sauvage par exemple, tu en manges trop d'un seul coup, alors là tu te racontes pas, ça va te. Ah ouais. On n'est pas habitué à autant de minéraux, autant de richesses, quoi. Ceci, à 3 feuilles, ce sont des trèfles. Trèfle, 3 feuilles. C'est un moyen mémotonique, hein. Trèfle, trifeuille. Et ce qui est sympa, c'est les fleurs. Bon, c'est une plante fixatrice d'azote, hein. Une légumineuse. Ce qui est sympa, c'est les fleurs en beignet. On les fait tremper dans un mélange pour beignet, quoi. Et après, ça fait du sucre apéro super bon à manger. Il n'y a rien d'autre qu'on peut manger donc, hein? Ah, mais il y a tout qu'on peut manger.
En fait, là, t'as de la ronce. Tu peux te mettre à quatre pattes et brouter par terre. Pour le broutage de mouton, c'est pas mal. Ah ouais, allez, on te filme. Moi, je fais ça, je dis rien. Hein. C'est pour la T'as les vignette. jeunes feuilles de ronce. Les jeunes feuilles de ronce, c'est comestible et médicinal. Ah ouais, les jeunes feuilles de ronce. Exactement, c'est D'accord. comestible médicinal. Là, t'as le plantain, t'as les astéracées, donc ça c'est probablement comestible. C'est lesquels les astéracées sont On comestibles. dirait du pissenlit. On dirait, mais j'ai pas la fleur, moi je suis un peu. En fait, en gros, tout ce que tu vois là, toutes les graminées sont comestibles. Les graminées, ce qu'on appelle graminées, c'est ce que quand on dessine de l'herbe là, on fait des traits verts comme ça. Vous voyez, la pelouse, le chien-dent, tout ça, sont toutes comestibles. Là, t'as un jeune chêne, enfin, t'as pas un jeune chêne, t'as plutôt les jeunes feuilles de chêne qui sont comestibles quand elles sont petites. Hein. Vraiment toutes petites comme ça, on peut les manger, c'est super bon. Après, dès que c'est trop gros, il y a trop de tanins et c'est moins comestible en fait. Mais les jeunes pousses, c'est super bon. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les anciens, au printemps, quand ils avaient fini les réserves de pommes de terre, de courges qu'ils avaient stockées dans la cave, ils étaient bien contents qu'au printemps, les jeunes arbres et les jeunes plantes commencent à faire des feuilles pour pouvoir en fait continuer à manger en fait. Donc c'est vrai que c'est pour la sécurité alimentaire, toutes les jeunes pousses au printemps, c'est hyper important et c'est très très riche. Quoi. Putain, c'est bon. Les jeunes... Tout le monde a goûté les feuilles de chêne YouTube? Ah, il y a l'oseille aussi là. Ah, l'oseille. Alors, parce que c'est super bon, mais je sais pas l'identifier. Mais tout à l'heure, t'en avais des plus sympas d'oseille. Bon, bref, on va dire que celui-là il est sympa. Tout ce qui est rumex, en fait, l'oseille sauvage, c'est une super plante. Là, ça le fait pas trop, mais souvent on voit qu'ils ont des taches rouges sur les feuilles. Parce qu'en fait, ce sont des plantes qui stockent le fer, les métaux qu'il y a dans le sol. Et ces métaux, ça fait des taches rouges sur le feuillage. Et donc, c'est une plante comestible, il faut faire attention à l'acide oxalique qu'elle contient. Mais on s'en sert aussi pour dépolluer les sols qui sont chargés en métaux lourds. C'est-à-dire qu'ils vont capter les métaux lourds du sol et vont l'accumuler dans leur feuillage. Et après, pour nettoyer... Du coup, si on mange les feuilles, on peut aussi avoir certains métaux lourds. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que les gens qui sont intoxiqués eux-mêmes en métaux lourds, ils peuvent manger du rumex et se désintoxiquer des métaux lourds. Mais inversement, si on mange du rumex qui a poussé sur un sol qui est pollué en métaux lourds, là on peut s'intoxiquer. Donc c'est une plante qui peut dépolluer un humain ou un sol, mais c'est une plante aussi qui peut intoxiquer un humain. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, c'est une plante hyper intéressante. Ce qui est pas mal, c'est qu'au printemps, là on le voit pas, on est sous les arbres, souvent ça attire les pucerons. Donc tu as plein de pucerons qui s'installent et du coup tes pucerons ils sont là, et ils sont pas sur tes arbres fruitiers autour. Et quand on a un potager, si on met ça au potager, on le coupe, on met ça dans le potager, les limaces elles préfèrent manger les feuilles de rumex en décomposition plutôt qu'une jeune salade. Donc c'est une super plante et aussi elle pousse sur les sols souvent qui manquent d'air, les sols hydromorphes qui manquent un petit peu d'air et elle décompacte avec un pivot, elle décompacte le sol, elle remet de l'air dans le sol. Et une fois qu'elles ont fait leur boulot, souvent elles disparaissent. Ce qui est caractéristique de l'oseille, la grande et la petite, c'est les petites oreilles là, en bas de la feuille. Okay. On voit que ça se sépare. Qui enroule la tige. Il y a une petite oreille de chaque côté. Et sur les feuilles de la base, c'est pareil. On voit bien, ça fait un fer de lance en fait, ça fait une pointe et avec deux petites oreilles. Alors c'est acidulé en fait. L'oseille, c'est ce qu'on mettait traditionnellement avec le poisson, par exemple, c'est très très bon. Pour agrémenter, pour donner un petit goût citronné aux salades, voilà, c'est vraiment très citronné, hein, c'est impressionnant. On pompe de la science cet après-midi. La deuxième, ça fait toujours moins naturel. Hein. C'est toujours mieux la première. La limace, il faut la bouffer, mais tu vas bouffer une pointe plastique. C'est un terrain de mine. T'as pas besoin de grelinette ici. Hein. Après, il y a un truc intéressant sur les campagnols. Souvent, ils sont mal aimés. Les campagnols sont hyper mal aimés parce qu'ils mangent les racines des plantes. Pour savoir si c'est une taupe ou un campagnol, on fait le trou. Et si ça part en biais, c'est un campagnol. Si ça part droit, c'est une taupe. Donc là, c'est un trou de campagnol. Alors, taupier, ce qui est génial, c'est de récupérer cette terre pour faire le semis. C'est une terre de ouf, en fait, décompactée, améliorée. Ce qui est intéressant, c'est que ça aère le sol. Ça permet à l'eau, quand il pleut, de pénétrer dans le sol, de recharger une nappe phréatique. Et en Amérique, ils avaient des problèmes avec un animal qui est un peu le même style, qui s'appelle les chiens de prairie, voilà. Et en fait, donc le chien de prairie, dans les champs de maïs, ils se sont rendus compte que ça bouffait 10% du maïs. Donc ils se sont dit, à fait chier ces chiens de prairie, on va tous les flinguer. Donc sur des parcelles, ils les ont tous tués. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'eau, elle rentrait plus dans les sols. Et donc les sols se gorgeaient d'eau, ils ont perdu 30% en fait de la recette. En fait. Donc peut-être que les 10% qui nous mangent, peut-être que ça nous apporte beaucoup plus de bénéfices. Parce qu'on croit aussi que les racines ont besoin d'eau, mais elles ont aussi besoin d'oxygène. C'est pour ça que c'est très important.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en hydroponie, ça pousse, c'est parce qu'il y a aussi de l'oxygène. Souvent l'humain veut réguler, mais il dérégule ce qu'il fait. Et on a remarqué que les meilleures, les plus belles plantations, c'est la forêt amazonienne, par exemple, parce qu'il y a eu la vie, il n'y a pas eu l'homme. Et c'est le meilleur exemple, c'est le meilleur livre. Tu sais, quand on dit la nature est un livre ouvert, tu regardes comment elle a fait toute seule, tu l'observes. Faut pas, en fait, moi j'ai remarqué, par exemple, je sais pas si tu as remarqué, tu mets un paillage, tu laisses la vie du sol se faire, ta terre elle sera trop bien. L'agriculteur tout aussi adorable qu'il soit, quand il m'a vu commencer à mettre mes premiers coups de grelinette et tout sur le terrain, il a fait vous embêtez pas, il n'y a rien qui pousse ici. Il est revenu cette année, il fait ah oui quand même, et c'est quoi votre secret, vous avez mis de l'engrais et tout? Non, j'ai juste paillé, tu pailles et tu laisses faire. La paresse est un atout. Vous avez entendu ça? La paresse est un atout. Comprendra qui pourra. Là t'as les gaillets là. Il y en a un qui est connu, c'est le gaillet gratteron. Là, c'est un autre gaillet, ils sont tous comestibles et plein de vitamine C quoi. Ça c'est un gaillet aussi. Ah oui, il est plus petit que, voilà. que le gaillet gratteron. Ça s'accroche. C'est pas, mais celui-là c'est pas le gratteron, c'est pas celui qui s'accroche, il y a le gratteron qui s'accroche, oui. celui-là il s'accroche pas. pas. Ouais, mais ça il est quand même comestible, les gaillets sont comestibles quoi. Donc, Tous les gaillets sont comestibles alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Ça a la même forme, la toi. plante, les jeunes feuilles, mais tout à l'heure il y en avait des plus intéressants. Et avec les graines, je pense on peut faire une espèce de... Un substitut au café, ouais, c'est ça, un substitut au café avec les graines de gaillet. Mais c'est des graines sèches ou vertes alors? Rodrigue, Sèches. tu veux manger ça? Fait torréfier, ouais. Tu par la poêle ou... Ouais, Ouais, ça a quel goût? j'ai jamais Sympa, fait. c'est un mais petit faudrait goût tester, sympa. quoi. Ouais. Un petit peu aromatisé. Ouais. Et du coup, par rapport à son nom, à quoi l'associer. par rapport à son nom, il y a deux versions différentes. Soit on l'appelle gaillet parce qu'il servait à cailler le lait. Donc on mettait ça dans le lait, ça permettait de cailler le lait. Et alors soit on l'appelle gaillet parce que ça fait ça marche pas trop bien, des pâtes de gallinacées en fait. Et du coup c'est la D'accord. même étymologie, quoi. Ça fait des pâtes comme D'accord. les doigts d'une poule quoi. Il y a un petit goût sympa. Ouais, il est super bon, le gratteron c'est un des meilleurs je pense. Le gratteron. Lui, il s'accroche vraiment bien. Il y a une colonie de champignons là. Tous les champignons sont comestibles, allez-y, mais certains, attention, qu'une fois. Tu vois le gaillet gratteron dont on parlait tout à l'heure, il commence à faire des fleurs. Ça c'est le grillé gratteron du coup Gratteron. classique en fait. Tac, il s'accroche. Tu peux t'amuser à lancer sur ton voisin. Loupé. C'est à l'origine du velcro. Ouais, Ce qui a inspiré le velcro. Ah, Carrément. tout à fait. Ouais. Et là, il y a une autre plante hyper intéressante qui commence à fleurir, c'est le sureau. Donc le sureau avec les fleurs, les jolies fleurs blanches, on fait tout un tas de boissons intéressantes, des beignets. Après, plus tard, ça va faire des petits fruits qu'on peut utiliser en confiture ou même faire des alcools, des sirops, etc. C'est une plante qui attire énormément de pucerons, donc ça c'est chouette quand il y a des pucerons. Bah, il y a des coccinelles, il y a tout un biotope qui se met en place. Les pucerons, en fait, c'est des super alliés au jardin parce que ça nourrit énormément de monde. Donc le puceron, c'est un super animal, quoi. C'est une plante qu'on peut utiliser en purin pour chasser les campagnols, pour tout un tas d'effets. Et ça produit beaucoup de biomasse rapidement, quoi. Donc, voilà, une super plante, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est du bois de l'année ça? Ça, c'est de l'année, à mon avis, ça a été fauché il n'y a pas très longtemps ici, au-delà de la tempête. Parce qu'ils sont très bas. Donc voilà. Ça monte à 3 mètres. C'est ça fait des beaux arbustes, Ouais. pas mal du tout, quoi. Et il y a de l'aubépine que j'ai vu par-ci par-là, là, si je dis pas de bêtises. L'aubépine, c'est une plante qui est géniale bon, pour greffer tout un tas de trucs dessus. On greffe des néfliers, on greffe plein de trucs sur l'aubépine. Et c'est une des plantes, en fait, qui aurait la vertu d'avoir le plus de connexions mycorhiziennes par rapport aux autres plantes. C'est-à-dire que sur une aubépine, il peut y avoir pratiquement une centaine de champignons mycorhiziens différents qui vont se connecter. Et du coup, toi, quand tu mets ton arbre fruitier à côté, il aura des chances de se connecter aux mêmes mycorhizes parce qu'il y aura une grande diversité de mycorhizes autour des aubépines. Dans les classements, il y a Hervé Coves qui est un super gars champion sur les connexions mycorhiziennes, tout ça, les champignons, qui est pas loin de chez moi. Il s'amuse à classer les plantes qui ont le plus de connexions mycorhiziennes. Donc il y a l'aubépine en première, je crois. Après il y a les ronces. Les ronces, c'est une super plante. Elles ont une centaine de plantes mycorhiziennes qui se collent à elles. Et du coup, avoir des aubépines, des ronces et tout ça dans son jardin, là, de toute façon, tu as des ronces un peu partout. Hein. Si tu mets un arbre fruitier, tu as de très grandes chances qu'il se connecte à ces mycorhizes. Les mycorhizes, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des champignons qui sont dans le sol, en fait, qui se connectent aux racines des plantes et qui vont apporter tous les nutriments pour la plante. En fait, la plante, elle ne pousse pas toute seule. De l'eau aussi, il me semble. De l'eau, des nutriments, des connexions. C'est-à-dire que les plantes, on se rend compte qu'elles communiquent entre elles. Exactement. En fait, c'est le réseau internet de la forêt, c'est les champignons mycorhiziens qui connectent tout, quoi. Ouais, puis même ils font des échanges aussi avec les arbres. En fait, les plantes, elles sont faites, ou les champignons, c'est une symbiose parfaite, ils sont faits pour pousser ensemble. Le problème de l'agriculture, on va dire conventionnelle ou moderne, c'est qu'elle détruit les sols, elle oublie cette connexion mycorhizienne. Du coup, on a des plantes qui sont dépendantes des arrosages, dépendantes des engrais, dépendantes de
des pesticides. Alors que si les plantes dans la forêt, personne ne met d'engrais, personne n'arrose, personne ne met de pesticides, ça pousse hyper bien. Entre autres, parce que les champignons mycorhiziens sont là dans le sol, qui connectent tout et qui font en sorte que ça pousse bien, quoi. Donc voilà, des super plantes à avoir pour un verger, c'est l'aubépine, la ronce, super plante, quoi. Et la ronce, c'est la famille des rosacées, donc tout ce qui est famille des rosacées, les arbres fruitiers qu'on plante, les pommiers, tout ça, ça va se connecter facilement avec les ronces, quoi. D'accord. C'est les mycorhizes qui commencent à se développer. Ah, en blanc? Ouais. Et c'est ça en fait quand les buts en permaculture, en culture en fait, où on dit d'enterrer des souches, en fait c'est pour avoir ça. Et au bout d'un an ou deux, tu vas avoir comme ça le bois qui va commencer à se dégrader et qui va créer ce réseau en fait qui s'étend sur des très grandes distances et tu vois. Et après hop, tout le bois va se décomposer, va redistribuer l'eau, les champignons vont se développer dedans et ça va entretenir la richesse et la fertilité du sol. T'as les glantiers aussi, mais là ils sont petits, je sais pas, tu dois en avoir des gros, je pense. Là il y en a un tout petit, des glantiers, quoi. Ça fait des églantiers, forcément. Rosier sauvage ou rosier des chiens, quoi. Donc c'est comestible du coup. Ouais, en fait ce que tu manges c'est souvent les cynorhodons, les fruits on va dire en semblette, en début d'hiver. C'est plus riche en vitamine C, c'est je crois 10 fois plus de vitamine C que les oranges. C'est plus riche. Autant en construction. Ouais, avec l'argousier, je crois que c'est un des plus riches. C'est plus riche en vitamine C. Et t'as rien à faire, ça pousse tout seul. Chaîne des glands. Lui il a une chaîne, lui c'est un gland. Alicia qui est sortie de sa forêt. Pour en découvrir une autre. Non mais vous inquiétez pas, ça va être tout. Tu sais qu'en arrière on était tous écolos. Ouais. C'est vrai. Ça n'existait même pas ce terme en fait. Non, on était naturel. Naturel, ouais, c'est ça. Alors la fougère, ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est un sol qui est à tendance acide, on va dire. Ouais. Donc c'est une information qui est intéressante. Certains mangent les jeunes pousses de fougère, après ça devient toxique. Mais c'est un bon paillage qu'on peut mettre au potager qui est un peu anti-limaces. Donc voilà, tu peux pailler ton potager avec ça, ça ennuie un petit peu les limaces, ça te donne une information sur ton sol. Ça produit beaucoup de biomasse, c'est-à-dire que tu peux la faucher, elle repousse, tu la fauches, elle repousse. Et voilà, une petite plante sympathique la fougère. Et sur les sols des yourtes, toi quand tu as une yourte en terre battue, tu mets ça là. Si tu fais une couche, ça fait, c'est super bien en fait. Et c'est je crois que c'est anti-acarien, je ne sais plus. Enfin, au niveau du ça sol, repousse un peu les insectes, ouais, c'est très agréable. Ça fait comme une natte en fait. Ah cool. Tu coupes comme ça et tu gardes juste ça. Tu mets ça au sol, comme tapis quoi. Donc là tu as une laméacée, je peux pas te dire laquelle c'est parce que bon, elle n'a pas l'odeur de menthe, même si ça ressemble à la menthe. Il n'y a pas encore la fleur, je la connais pas, mais ce que je sais c'est que c'est une lamiacée parce qu'elle a une tige carrée. Et les feuilles, elles alternent, c'est-à-dire un coup elles vont comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elles sont velues, et toutes les lamiacées sont comestibles. Toutes les lamiacées? Les lamiacées sont toutes comestibles. Donc à partir du moment où c'est velu avec une tige carrée qui alterne comme ça, en général c'est comestible quoi. C'est une lamiacée et que c'est comestible. T'as la menthe, t'as les lamiers des bois, on va en avoir ici des lamiers des bois je pense. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. T'as tout un tas de végétaux comme ça. Le lamier pourpre au printemps, c'est vraiment le plus connu, quoi. Il fait un petit peu pourpre sur le dessus et c'est plus tassé les feuilles en fait. Ouais, au lieu que ça soit sur une tige allongée comme ça, c'est beaucoup plus. Mais je suis sûr que si on va près des bois, on va le trouver. Ouais, Et en fait là on se rend compte en faisant ça, c'est qu'on est dans l'abondance en fait. On a de la nourriture partout, on est dans l'abondance et on le voit pas quoi. Exactement. Donc en fait c'est peut-être un problème ophtalmologique l'humain. Putain t'as trouvé. Pour le dîner de ce soir? Ouais, je vais te faire un petit pesto. Petit pesto d'ortie quoi. Ils sont allés chercher du pain, on va faire des genres de petites tapas.